Et salut tennis. Et on continue notre calendrier de l'Avent et on continue le concept de la maison tennis. Alors c'est vrai que on visualise bien la maison avec le toit et les briques de la performance comme j'ai déjà parlé, mais on se figure rarement les fondations d'une maison. Et pourtant les fondations sont essentielles. Quand on construit une maison, on se dit jamais waouh quelle belle fondation elle a cette maison. On dit tout de suite waouh quelle belle maison. Mais sans les fondations, il n'y a pas de maison. Il faut vraiment avoir une attention très particulière sur ces fondations. Et dans la maison tennis, qu'est-ce que sont les fondations? Eh bien, en fait, c'est notre identité personnelle. Cette identité, elle se décline en deux. Il y a bien sûr l'identité physique et l'identité psychique, on peut dire comme ça, mentale, tout ce que l'on veut. Et je commence par l'identité physique. L'identité physique, elle revêt beaucoup de choses. C'est vrai que déjà, il y a les morphologies d'un humain. Hein, on n'est pas non plus... on est tous différents, mais pourtant, on a des points communs entre humains. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. On peut pas avoir 3 bras, par exemple. Donc, il y a ce avec quoi on est. On parle souvent de bagage génétique, même si les études les plus récentes prouvent que l'expression des gènes, c'est beaucoup plus complexe que ça. On ne naît pas avec des maladies, on peut les transcender, on peut les influencer avec une petite part. C'est toujours difficile. Quand on a une maladie grave, on n'aime pas entendre ça parce que c'est compliqué d'entendre ça. Mais d'un autre côté, voilà, il y a un petit facteur qui joue entre l'environnement, nos pensées et nos gènes. Il y a une influence. Après, c'est sûr que si on est avec une grave maladie, eh ben, ça va influencer notre tennis. On ne peut pas tous être joueurs de haut niveau. Même si je pense que le travail est à 95% du truc quand même, voire 99%. Mais parfois, il y a le 1% qui fait qu'on ne peut pas. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on ne peut pas être joueur de haut niveau qu'on ne peut pas faire du tennis. Et je me bats pour le tennis pour tous depuis longtemps maintenant. J'ai fait de nombreuses vidéos là-dessus. J'ai déjà parlé du blind tennis. On peut jouer au tennis même si l'on ne voit pas la balle. Et oui, c'est possible. Bien sûr, il y a le hand tennis, hein, le tennis en fauteuil qui est très connu, qui commence à se développer de plus en plus. On en parle vraiment souvent. Et puis, il n'y a pas que les handicaps, hein, il y a le tennis vraiment pour tous. Moi, ce que j'aime, c'est on peut jouer dès enfant, dès 3-4 ans, on peut commencer à jouer. C'est fini le temps où on était trop petit avec la balle dure et le filet qui était trop haut. Ça fait déjà de nombreuses années maintenant où on peut jouer avec du matériel adapté. On peut jouer avec la balle rouge, le ballon s'il faut, on peut agrandir la raquette, on peut la rétrécir. Bref, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut jouer. Et on peut jouer à tous les âges. C'est vraiment génial. On sait qu'il y a on voit souvent des vidéos de gens qui ont plus de 95 ans qui arrivent à jouer au tennis. Et je trouve ça génial. Alors certes, le tennis est à double tranchant, hein, il est fabuleux pour travailler le physique, mais il peut aussi pénaliser au niveau des articulations. Si on joue toujours sur dur, que l'on joue très souvent, on peut parfois se faire mal. C'est pour ça que les joueurs de haut niveau font du renforcement et de la préparation physique en permanence pour pouvoir justement absorber les chocs. Hein. Nous savons que c'est un sport difficile pour les articulations. Mais encore une fois, ça concerne souvent une pratique intensive et par contre, 99% des gens n'ont pas cette pratique intensive et sont en mode loisir ou compétition amateur. Et du coup, à notre niveau, il y a quand même très peu de risques. Et plus on monte dans les classements, plus il faut faire attention à faire une préparation physique optimale pour se préserver des blessures. Mais pour commencer, pour débuter, le tennis est accessible à tout le monde et il n'a quasiment aucun risque. Et évidemment, si vous avez des problèmes particuliers, consultez votre médecin pour savoir si vous pouvez pratiquer, bien sûr. Donc voilà, il y a la génétique de base. Et ensuite, bien sûr, il y a, ça continue avec la génétique, notre morphologie. C'est vrai que la taille, on a beau parler des gènes, notre taille, elle est quand même assez définitive. Hein, on va pas prendre 20 cm parce que tout d'un coup, on pense à grandir. Donc c'est vrai que si on fait 1m95 ou si on fait 1m50, c'est pas tout à fait le même tennis, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, j'ai proposé des catégories de taille pour le tennis hein, dans une précédente vidéo que j'avais fait pour le tennis du futur. Où oui, il y a des sports où c'est par poids, hein, comme le judo, etc. Pourquoi le tennis ne se serait pas pareil? Quand tu joues un mec qui fait 2m10, Karlovic, qui te met que des aces, et que toi tu fais 1m65 parce que tu t'appelles Olivier Rocus, eh ben je suis désolé, mais Olivier Rocus a quand même moins de chances d'être numéro 1 mondial pendant des années. Et on sait que tous les joueurs actuels font plus d'1m90 et il y a quand même une tendance à la performance avec les grandes tailles. Mais, comme je viens de le dire, on peut jouer à niveau bas avec toutes les tailles, qu'on soit grand ou qu'on soit petit. Hein, qu'on soit grand, ça va justement nous aider avec la mobilité, à bouger un peu plus facilement son corps. Quand on est petit, on est naturellement dynamique, énergique, etc. On court partout, donc on va naturellement apprendre d'autres choses. Et c'est ça qui est beau dans le tennis, c'est les oppositions de style. On n'est pas des robots, sinon tout le monde a la même taille, tout le monde a exactement le même jeu et ça devient ennuyant. C'est un peu d'ailleurs ce qui se passe avec le ralentissement des surfaces. Malheureusement, on va vers des joueurs qui sont très grands, plus d'1m90 voire 2 mètres, qui prennent la balle très tôt. Ça, c'était le point de vue de Mouratoglou. Malheureusement, avec le ralentissement des surfaces, on commence à prendre la balle moins tôt et on voit surtout des joueurs qui sont agressifs du fond de court, qui frappent très fort.
Je trouve que le modèle archétype, c'était Djokovic, qui s'est parfaitement adapté au ralentissement des surfaces, avec un physique de dingue, où on court partout, on a une défense monstrueuse, on n'est jamais fatigué, voilà, on court partout, et dès qu'on a une balle possible, on fera de toutes ses forces, et dès qu'il y a une balle courte, on attaque. La volée est devenue optionnelle, même si certains joueurs commencent à la remettre un peu dans leur jeu. Donc voilà, il y a la morphologie, tout ce qui est interne aussi, notre cardio-pulmonaire, voilà, nos capacités physiques, notre potentiel physique, j'ai envie de dire. C'est sûr qu'il y a tout le monde qui a des facilités, certains sont plus endurants facilement, d'autres sont plus rapides, d'autres plus explosifs, etc. Donc chacun ses forces, chacun ses faiblesses, et je le répéterai toujours, c'est parfait pour jouer au tennis amateur, où il y a de la place pour tout le monde et c'est génial. Mais au-delà de ce message du tennis pour tous, que j'aime bien montrer, vous l'avez vu, c'est surtout que ces caractéristiques, elles vont influencer la maison de tennis, elles vont influencer votre tennis. Moi qui suis petit, par exemple, j'ai toujours adoré la volée, alors que pourtant on dit que les volleyeurs doivent être grands pour avoir l'envergure. Et bien moi au contraire, j'ai tiré mon épingle du jeu parce que justement, quand on monte au filet, tout le monde aime nous envoyer des volées basses. Mais moi comme je suis petit, j'ai aucune difficulté avec les volées basses. Et c'est mon coup d'ailleurs préféré, c'est là où je suis le plus talentueux, là où je suis le plus fort, et là où tout le monde est impressionné, tout le monde me dit « Waouh, t'as une volée de dingue, t'as une volée monstrueuse ». Par contre, dès qu'il y a une volée un peu haute, un peu difficile qu'il faut claquer, je manque de puissance pour les conclure. Et même pour le smash, j'ai développé d'autres forces qui sont l'anticipation. J'ai mon œil qui voit tout de suite ce que va faire l'autre, et du coup je peux anticiper et je ne loupe aucun smash grâce à ça. Alors que peut-être certaines personnes auront plus de mal à s'adapter parce qu'ils n'ont pas eu ces problèmes. On en revient toujours aux lois de l'apprentissage, hein. Attention à pas être trop talentueux dès le début parce que du coup on n'a pas cette volonté de travail. Souvent les gens faciles qui arrivent à un classement rapidement abandonnent parce qu'ensuite ils se disent waouh, en fait il faut travailler, en fait le tennis c'est du travail, mince, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas prévu ça. Beaucoup de joueurs gagnent tout dans leur catégorie d'âge et puis ils arrivent au haut niveau et ils disent c'est beaucoup trop difficile pour moi, la compétition est trop rude, j'abandonne parce que ils n'ont pas appris à se battre. Et au contraire les gens peu talentueux dont je me targue d'être, au contraire, se sont battus. J'ai travaillé ma main à faire du ratus pendant des années pour maintenant avoir une main incroyable. Et tout le monde me dit « Waouh, mais toi, t'es talentueux, c'est facile le tennis pour toi. » Et tout le monde me dit que j'ai un tennis facile. Et ben non, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Et je trouve que justement, le fait d'être en difficulté, ça m'a motivé à chercher des solutions, à trouver des solutions. Et c'était intéressant. Donc, et ça me rappelle d'ailleurs Stan Wawrinka qui, pareil, il dit toujours qu'il est facile. On dit toujours qu'il est facile et lui dit toujours, bah ouais, mais c'est des années de travail. Je comprends pas pourquoi on me dit que je suis talentueux. Pour moi, je n'ai aucun talent. C'est que de l'entraînement. J'ai travaillé. Je suis un bourreau de travail. Et d'ailleurs, ça reflète hein, son tatouage qu'il a sur la main. Hein, échoue, recommence et échoue mieux. Donc c'est intéressant. Donc bien sûr, on a longuement parlé des caractéristiques physiques, l'identité physique du joueur qui va vous amener à une motricité personnelle pour jouer au tennis, qui va influencer vos choix et votre apprentissage. Mais il y a bien évidemment tout le côté psychologique. Je sais qu'on est encore au Moyen-Âge et qu'on parle de ouais mais le mental, ça se travaille pas, c'est soit on l'a quand on est, soit on l'a pas. Soit tu es un champion, soit tu l'es pas. Et voilà, c'est triste d'être encore au Moyen-Âge parce que encore une fois, on sait que on peut le travailler largement. On a beau ne pas avoir les qualités mentales dès le début, on peut les travailler. On voit Federer qui explosait ses raquettes en début de carrière et qui ensuite est devenu maître zen à être poker face et ne rien montrer. Comment est-ce que c'est possible? Borg, on croit vraiment indestructible, et bien lui aussi dans sa jeunesse avait envie de tout casser, et c'est un jour quelqu'un qui lui a dit pour ne pas tout casser, il faut que tu ne montres rien du tout, pas une seule exception, pas une seule expression, et c'est ça qui l'a aidé justement. Donc on sait que ça se travaille le mental et c'est hyper important. Ça n'empêche que on a nos capacités propres, hein. Certains sont plus patients que d'autres, certains ont plus la notion de combativité et la notion de compétition, certains veulent gagner. Pas toujours pour les bonnes raisons, parce que des fois on veut être meilleur que l'autre, alors que l'intérêt c'est de progresser. Mais même si on a ce point de vue, ben, ça nous aide. Si on n'a pas envie d'être meilleur que l'autre, on ne fait pas de compétition. Moi je vois plein de personnes qui me disent, moi je n'ai pas la fibre de compétition et le tennis ne m'intéresse pas. Alors qu'on peut très bien jouer au tennis sans compétition. Et je pense que c'est une différence de point de vue, hein, je pourrais en reparler parce que c'est un sujet que j'adore et qui mériterait plus ample information. Mais la compétition, ce n'est pas être meilleur que l'autre. Moi, j'ai toujours vu le tennis comme être meilleur que soi, progresser, avoir des problèmes et les résoudre. Et j'adore ça. Et puis, en plus, pour moi, le tennis, c'est un sport tactique. Je le vois pas comme être meilleur que l'autre. Je le vois comme trouver des solutions et chercher la solution. Pour moi, il y a toujours une voie pour la victoire. Il y a toujours un moyen d'arriver à la victoire. Combien de fois, justement, parce que je manquais de talent, j'étais complètement dominé par l'adversaire. Je prenais 6-1 au premier. Et puis, à force de réflexion, vraiment de chercher, j'arrivais à trouver le point faible de l'autre, à jouer en coupé, à lui faire que des amortis. Bref, je ciblais le point faible et j'arrivais à accrocher dessus parce que j'étais bagarreur et à essayer de m'en sortir comme ça et à trouver un chemin pour la victoire. Il y a toujours un chemin vers la victoire. Et moi, c'est comme ça que je vois le tennis.
je vois comme une passion parce que c'est un jeu. Nous avons oublié, nous sommes des joueurs de tennis. C'est une de mes priorités. Mais voilà, tout ça pour dire que on a tous nos affinités psychologiques pour bâtir notre maison de tennis. Et puis on sait que bien sûr que le psychologique est lié à tout. Le psychologique est lié au physique, à la technique, à la tactique. On aura le temps de longuement y revenir dans cette série de vidéos. Voilà, donc c'était pour vous signaler l'importance des fondamentaux de notre identité. Et puis bien sûr, quand on parle d'identité, moi il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de souligner. C'était peut-être le message le plus important de la vidéo, même si j'ai beaucoup parlé avant. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi et la confiance en soi. Et moi, je mets entre les deux la vision de soi. Ces trois notions qu'on a du mal à distinguer les unes des autres et qui sont pourtant fondamentales. Je vais essayer de vous les décrire rapidement avec mes mots, avec ma vision personnelle. Pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment notre valeur. Et pour définir les valeurs, j'ai une image qui est toute simple. C'est un prof qui va prendre un billet, peu importe, un billet de 100 €, il l'appuie, voilà, il en fait une boule et tout, il le met par terre, il appuie dessus avec le pied, etc. Et il demande à ses élèves, regardez ce billet, je l'ai complètement aplati, je l'ai humilié, je l'ai taché et tout. Quelle est sa valeur? Et tout le monde va dire, il a la même valeur qu'au début, ça vaut 100 €. Et la valeur de soi, en fait, c'est ça, c'est que notre valeur est intrinsèque. Peu importe par rapport aux possessions qu'on a, ce qu'on a, et peu importe par rapport à ce qu'on fait. C'est vraiment notre valeur d'être humain. Et ça, elle ne change pas. Elle ne changera jamais. Et c'est aussi la vision que l'on a de notre valeur. Est-ce qu'on s'aime ou est-ce que l'on ne s'aime pas? Je m'aime, je ne m'aime pas. C'est vraiment basique sur l'amour de soi. C'est vraiment ça, voilà, c'est la valeur de soi. La vision de soi, c'est un peu plus différent. La vision de soi, c'est nos croyances par rapport à nous et à l'extérieur, c'est-à-dire, et par rapport à nos croyances aussi, bien sûr, mais je pense que je suis bon au tennis. Je pense que par contre, j'ai un mauvais service. Je pense que ceci. Je pense que par contre, je suis bon au tennis, mais que pour faire un marathon, je suis nul. Ça peut être l'inverse. Donc c'est notre vision de soi et en fait elle dépend vraiment des secteurs. C'est pas notre valeur personnelle, c'est vraiment rien à voir avec la valeur justement. C'est je m'estime, je pense que. Évidemment nous on mélange tout parce que quand on a une croyance négative, je suis mauvais, eh ben on va se dire donc j'ai moins de valeur, donc je m'aime moins. C'est une notion fondamentale en préparation mentale de séparer la valeur de notre vision. Ce n'est pas parce que l'on pense, en plus c'est une croyance, c'est-à-dire c'est pas forcément qu'elle est vraie, mais c'est pas parce que l'on croit que l'on est mauvais à quelque chose que ça veut dire que moi-même je suis mauvais. Voilà, il faut différencier les actions, nos pensées, l'extérieur avec notre valeur. Donc voilà la différence entre l'estime et la vision de soi. Et puis bien sûr, il y a la confiance en soi. La confiance en soi, pour moi, c'est encore plus porté sur l'action. Je crois en moi parce que je suis capable de faire ceci, je suis capable d'avoir cela. Donc c'est vraiment la possibilité. La vision, c'est juste un fait, une note. Alors évidemment, ça s'influence. Si je pense que j'ai un bon service, et ben du coup j'ai confiance en moi dans mon service et dans la capacité de gagner des matchs grâce à mon service. Ça s'influence mutuellement. Mais voilà, il y a une petite subtilité, une petite distinction. Et c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se porte à soi. Il faut s'aimer, quoi qu'il arrive, notre valeur ne change pas. C'est pas parce que on réussit pas ou qu'on n'a pas les choses qu'on veut qu'on doit se dénigrer. Donc attention à ça, c'est très important. La vision de soi et la confiance en soi, ça va vraiment se porter dans les actions plus, vraiment dans l'action vers l'extérieur, pas que dans nos croyances. Voilà les tennis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc je ne fais qu'une seule vidéo sur l'identité, mais évidemment il y a des dictionnaires et des dictionnaires, la psychologie. On sait que depuis la nuit des temps, on travaille cet aspect vraiment personnel qui n'est pas forcément spécifique au tennis, mais qui va influencer toute notre maison de tennis. Donc c'est important. Et en fait, la phrase qui résume toute cette vidéo, c'est connais-toi toi-même de Socrate. Plus tu vas te connaître, plus tu vas pouvoir adapter et construire ta maison. Si tu sais tes points forts et tes points faibles, tu vas pouvoir construire un peu plus facilement. Si tu sais que tu as telle facilité, eh ben ça va faciliter ton apprentissage. Si tu ne sais rien et que tu n'es pas en conscience, tu vas perdre du temps et tu vas te dire oh là là, tu vas avoir des leçons de la vie, des fois faciles et des fois difficiles. Donc voilà, le principe c'est de se connaître pour pouvoir améliorer la construction de sa maison de tennis. Et j'aime bien cette phrase qui dit il y a la connaissance de soi, mais il y a la conscience de soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la connaissance niveau cerveau, mais il y a la connaissance. Il faut savoir tout ce que ressentir avec nos tripes, avec voilà notre gestuelle, avec notre corps, nos points forts et nos points faibles. Ça ne suffit pas de le savoir. Oui, je sais que j'ai un défaut en coup droit. Mais si tu le sais intellectuellement, ça va rien changer. Alors si tu le sens ton défaut, tu vas dire ah oui là j'ai senti ce que j'ai fait et du coup tu vas pouvoir le corriger beaucoup plus facilement. Et on peut faire une parenthèse avec la méditation qui justement réussit à stopper les sillons nonoriels en termes d'habitude et qui va te permettre de moduler beaucoup plus facilement ta neuroplasticité. Voilà pour cette vidéo, j'arrête parce que le temps défile et je vous dis à demain donc pour la
prochaine vidéo. N'oubliez pas, si jamais tu veux les 25 fiches gratuites, clique dans le lien sous la description. Je t'envoie par mail les fiches gratuites de ce calendrier de l'Avent. Et puis, s'il te plaît, si le sujet t'intéresse, fais-moi un don sur Tipeee, même 1 €. Ça m'aiderait énormément à la petite piécette du prof de tennis. Je te remercie. À demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, construisez votre maison de tennis avec les fondations qui sont l'identité. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.